Bienvenue dans le troisième épisode de notre série consacrée à ce projet un peu fou que je mène avec des associés qui est de transformer une ancienne clinique de plus de 4000 m² en une résidence de 42 logements pour seniors valides. Donc, si vous voulez retrouver l'historique des premiers épisodes, je vous invite à consulter la playlist qui est présente dans cette chaîne YouTube et à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos qui vont sortir. Donc, le principe, c'est quoi? C'est d'illustrer par ce cas concret, ce projet un peu fou, toutes les étapes, finalement, qui interviennent dans un investissement immobilier, des toutes premières idées, toutes les problématiques et les process administratifs, juridiques, et cetera, puis tous les sujets de chantier, jusqu'à la livraison du projet, donc qui va durer en tout à peu près 2 ans. Et l'idée, c'est de vous délivrer chaque mois un maximum de valeur, qui d'habitude est plutôt dans des formations payantes. Là, je vous livre finalement le fruit de notre expérience au fil du temps, illustré par un cas concret, mais tout ce que je vous explique là est complètement transposable à n'importe quel projet immobilier, que vous achetiez un studio ou comme nous, que vous fassiez une transformation majeure d'un bâtiment de 4000 m², ce sont les mêmes points à voir. Dans cette vidéo, nous allons regarder plus particulièrement le sujet des autorisations et de l'urbanisme. C'est un sujet qui fait souvent un peu peur, alors qu'en réalité, il est très simple. Il faudra juste un petit peu rentrer dans un certain nombre de logiques à la fois techniques et juridiques. Allons-y, on rentre tout de suite dans l'histoire. Donc, dans les précédents épisodes, je vous ai d'abord expliqué donc, en quoi consistait notre projet, puis je vous ai présenté le processus d'achat, de la toute première visite jusqu'à la remise des clés après que la vente ait été conclue devant notaire. Et je vous avais indiqué qu'il y a un certain nombre de demandes d'urbanisme à faire au fil du temps. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de valider la faisabilité de votre projet, d'une part, et s'il est faisable, les conditions à remplir. Et donc le potentiel impact en termes de transformation, de travaux, de coûts induits ou d'adaptation de votre idée initiale pour qu'elle rentre dans les cases de ce qui va être autorisé. Donc comme je vous le disais dans l'épisode numéro 2, ces recherches d'urbanisme, il faut les faire le plus tôt possible dans le projet. Si possible, pendant les phases où, vous avez fait votre offre, où vous êtes en train de réfléchir à une offre, ou alors dans la phase entre le compromis et la signature de l'acte authentique. Quoi qu'il en soit, donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est qu'à partir du moment où vous avez identifié un lieu, c'est important d'avoir l'adresse parce que, souvent c'est l'adresse qui va définir les règles d'urbanisme. Au sein d'une commune, au sein d'une ville, d'une agglomération, vous allez avoir un maillage qui va être fait avec, différentes zones, hein, UA, UB, et cetera. Vous allez voir toutes sortes de classifications qui peuvent exister et en fonction de l'adresse exacte de votre bien, vous allez savoir à quelles règles vous devrez conformer vos travaux ou votre changement de destination. Et c'est vraiment une question d'adresse parce que dans la même rue, vous pouvez avoir un traitement différent sur la partie droite et sur la partie gauche. Par exemple, si la partie gauche est dans une zone classée monument historique et pas la partie droite de la rue. C'est des choses que moi j'ai déjà vécu sur des. J'ai un de mes immeubles qui est exactement dans cette configuration. Donc, selon le côté de la rue, vous n'allez pas avoir les mêmes règles à respecter. Donc, la première chose, c'est d'aller consulter ce PLU, donc ce plan local d'urbanisme. Alors, parfois, ils portent d'autres noms, parfois, ils sont agglomérés à plusieurs communes, en fait, hein, dans le cadre de collectivités, de communautés de communes, pardon. Voilà, bref. En tout cas, il faut aller contacter ou tout simplement consulter, parce que dans 99 des cas, c'est disponible sur le site internet de la mairie, ce plan local d'urbanisme. Et donc, il faut consulter 2 choses. La première, c'est la carte, donc la cartographie pour savoir par rapport à votre adresse, dans quelle zone vous vous situez, dans quelle classification de zone vous êtes avec votre bien. Et la deuxième, c'est le document complet qui décrit justement toutes les règles par zone. Et donc là, vous allez vous y référer et donc vous allez voir, ils vont expliquer plein de choses. Ils vont expliquer des éléments sur, le bâti en général, sur, la distance par rapport à la rue, la hauteur que vous avez le droit de faire, le type d'extension que vous avez le droit de faire, et ça va vraiment dans les détails, hein. Ça peut être le type de couleur que vous avez le droit de mettre pour votre façade, le type de fenêtre, ça peut être, sur, l'emprise au sol que vous devez laisser pour faire des écoulements naturels de l'eau, de pluie. Voilà, il y a toute une foultitude de choses qui vont être décrites, mais de manière du coup précise. Et l'intérêt, c'est que à partir du moment où vous respectez ces règles-là, vous êtes tranquille, en général. Donc la première chose à faire, c'est de récupérer ce document. Entraînez-vous à le lire. C'est pas très compliqué à lire. Il y a un peu de vocabulaire technique,
Ce que vous pouvez faire aussi, c'est, copier-coller toute la partie qui concerne par exemple, vous êtes en zone, UAB, vous prenez toute la partie qui concerne UAB, vous faites un copier-coller, vous le donnez à une IA type ChatGPT, Claude, Mistral, et cetera, ou Perplexity et vous dites: «Bah, ouais, fais-moi une synthèse, j'ai besoin de savoir, voilà. Lis déjà tout ça et après on va discuter» et après vous demandez: «Moi j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça» et du coup l'IA vous dira si ça semble conforme ou pas au PLU. Aujourd'hui, je vous conseille de faire ça et ça va vous entraîner au fur et à mesure à mieux lire les choses. Après vous aurez plus besoin d'IA, vous verrez, vous irez tout de suite, aux points clés et je vous dis tout de suite, hein, les points clés, c'est, notamment est-ce que c'est en zone classée? Monument historique, c'est, les places de parking, c'est enfin, c'est il y a quelques points clés comme ça qui sont toujours un peu les mêmes. Donc, ce qu'il va falloir donc chercher quand vous avez ça, c'est, donc, bah, voilà, vous allez pouvoir questionner finalement, votre IA ou vous avec de l'entraînement sur qu'est-ce qu'il est possible de faire. Un point sur lequel il faut être extrêmement vigilant, ce sont les parkings. Parce qu'aujourd'hui, bah, les villes ont été faites et notamment, que vous soyez en cœur de ville ou que vous soyez dans des zones très éloignées, vous risquez d'avoir des surprises. Parce que c'est un sujet qui est éminemment politique. C'est-à-dire qu'il y a des, municipalités, en fonction de leur couleur politique, qui vont, décider de bannir les parkings ou à l'inverse de les favoriser. Et donc vous avez, des lieux où pour le moindre logement, ils vont vous demander, 1 ou 2 places de parking et puis il y a d'autres endroits où finalement ils seront plus coulants, parce que des fois techniquement c'est un peu compliqué aussi, hein, on va pas se mentir. Il y a pas forcément la place et puis, dans d'autres cas, ils vont vous demander, ils vont exiger, par exemple si vous agrandissez, si vous créez des mètres carrés ou bien si vous divisez un grand logement en 2, ce genre de choses-là, ils vont vous demander la création de places de parking, de places de vélo, de bornes de recharge de véhicules électriques, ce genre de trucs. Donc tout ça c'est dans le PLU, donc consultez-le, c'est important et regardez les différents éléments. Et une fois que vous avez une vision à peu près claire sur la conformité de votre idée de projet par rapport à ce qu'il y a à faire, vous construisez une espèce de pré-maquette de la chose. Par exemple, dire: «Bah, OK, moi je vais prendre ce logement-là et puis je vais rajouter, par exemple, je vais couper en 2 parce qu'il fait 180 carrés, ça rime un peu plus à rien dans notre période maintenant de faire des logements aussi grands, pour un appartement. Je vais couper en 2 et donc du coup, j'ai compris qu'il faudrait que je crée, par exemple, 4 places de parking et j'envisage de les mettre à tel endroit». Et donc ce que vous faites, c'est que vous allez faire une demande, une pré-demande à la mairie, donc ce qu'on appelle un certificat d'urbanisme opérationnel. Donc c'est un petit document CERFA qui est honnêtement rempli en 15 minutes, dans lequel vous dites, qui vous êtes, l'endroit où c'est et vous faites une description très succincte de ce que vous voulez faire. Genre, ouverture, création de 2 Velux sur la façade est, création de 2 parkings, 2 places de parking à tel endroit, ravalement de façade, changement des fenêtres pour mettre, des fenêtres PVC. Voilà, c'est très enfin, c'est très rapide en fait à compléter et ils vont vous demander de joindre un certain nombre de documents, de maquettes, on va dire. Alors, c'est pas la peine d'aller voir un architecte qui va vous faire des plans. À ce stade-là, vous n'en avez pas besoin. Vous prenez, vous pouvez vous pouvez les faire à la main sur une feuille libre, hein, vous les dessinez, puis vous les annotez à peu près, vous faites un scan de ça, puis vous le joignez, ça va très bien, ou alors vous bricolez un truc sous PowerPoint, ça fait très bien le job. Hein, on est vraiment pas sur du plan d'architecte, pas du plan d'exécution. On est sur quelque chose qui va décrire, voilà, en gros, voilà à quoi ressemble la façade aujourd'hui. Vous prenez aussi, vous faites un Street View, un Google Street View, et puis vous rajoutez à la main un petit carré pour dire voilà, c'est là que je vais mettre mon Velux sur la photo. Ça fait complètement le job. En fait, l'idée, c'est que ça va servir à l'urbanisme, au niveau de la mairie, de dire ok, ça sent. Eux, ils vont vérifier la conformité aux règles, qu'ils connaissent évidemment par cœur, et vous dire ok, ça correspond bien, voilà. Heu et après ils vont donc vous allez remplir donc ce certificat d'urbanisme, donc il en existe 2 types. Il y a un certificat d'urbanisme informatif et un certificat d'urbanisme opérationnel. Là, moi j'ai parlé de l'opérationnel. L'autre certificat d'urbanisme, en vrai, il sert un peu plus à rien, je trouve. C'est le certificat, d'urbanisme d'information, c'est juste pour dire: «Bah, voilà, moi je suis à tel endroit, j'aimerais faire ci et ça». Donc en gros, si vous êtes trop fainéant pour lire le PLU. Et là, ils vont vous donner toute la liste des trucs et cetera. Alors, il y aura plus d'informations, il y aura, qui sont, dans ce genre de documents, il y aura des réponses aussi sur, qui sont les opérateurs pour les égouts, pour, l'eau potable, le genre de taxes que vous aurez à payer et cetera. Bon, OK, très bien, mais ça va pas tellement vous aider pour votre projet en vrai, ça sert un peu à rien. Ce qui est intéressant, c'est de faire tout de suite un certificat d'urbanisme opérationnel. Donc la différence entre les 2 globalement, c'est que dans le deuxième, vous allez devoir montrer, comme je disais, des plans, des maquettes, des schémas, des choses pour expliquer votre projet et ça, vous l'envoyez à la mairie. Donc c'est gratuit. En général, il y a une process, qui est fait, directement de manière dématérialisée et la mairie, il y a 1 mois pour vous répondre.
Si c'est en zone, classée architecte des bâtiments de France, une fois que la mairie a rendu son avis, il y a l'ABF, donc l'architecte des bâtiments de France, qui va lui aussi disposer d'un mois pour, relire l'avis de la mairie et éventuellement faire des préconisations. Soit dire: «OK, je valide», soit dire: «Ben, moi, je rajoute, des contraintes particulières» et cetera. Donc ça veut dire que dans un délai de 1 à 2 mois, maximum, vous avez la réponse. Honnêtement, souvent, vous avez la réponse en 1 à 2 semaines, hein. Voilà. Ça, c'est en tout cas, c'est mon retour d'expérience. Dans les très grandes villes, bien sûr que non, parce qu'ils reçoivent des milliers de demandes. Donc chaque année, c'est un peu compliqué. Par contre, quand vous êtes dans une petite commune, je pense qu'ils reçoivent pas non plus 500 demandes par semaine, donc ils arrivent à les traiter assez vite et donc ça, c'est pas mal parce que derrière, donc vous avez un document, qui émane, donc il va arriver par voie postale, hein, qui va vous décrire, finalement, votre projet, la faisabilité. Déjà, est-ce que la mairie est OK ou pas avec votre projet? Et si elle est OK, à quelles conditions? Donc ça, c'est très important parce que donc plus vous l'avez tôt, cette information dans le cadre du projet, mieux c'est. Pour ce qui me concerne, comme je fais des investissements immobiliers de assez massif sur lequel, il n'y a pas énormément de concurrence. Typiquement l'exemple de la clinique là, on a fait ce travail-là très en amont, avant même de faire une offre. Parce que, faire une offre par rapport à la transformation d'un bien, si vous n'êtes pas à peu près sûr que vous êtes en capacité de faire ce genre de transformation, bah, vous tout le monde perd son temps. Parce que le vendeur qui va, contresigner l'offre, derrière, son bien sera bloqué inutilement, et cetera. Donc moi, je vous conseille de faire cette demande d'urbanisme le plus tôt possible et de la faire systématiquement. Parce que vous avez peut-être loupé un truc dans les interlignes et parfois, il y a aussi de l'interprétation. Entre ce qui est écrit dans le PLU et ce que la mairie a en tête, il peut y avoir une différence d'interprétation, ne serait-ce que parce que, par exemple, ils ont prévu de faire évoluer le PLU, parce que ça évolue tous les 5 ans à peu près, et de dire: «OK, dans la prochaine règle, on la connaît déjà, donc ce qu'on aimerait, c'est que la précédente, ils ont pas le droit de vous obliger à anticiper la règle future. Par contre, ils peuvent vous demander de commencer à harmoniser les choses». Donc tout ça, c'est de la négociation, c'est de la discussion, ça se passe très bien en général. Mais donc au moins, vous partez sur des bases solides et quand vous faites votre offre ou quand vous arrivez en compromis ou au pire du pire, au moment où vous signez la réitération, donc l'achat de votre bien, vous savez exactement ce que vous pouvez faire et dans quelles conditions. Et donc, dans, le cas qui nous concernait, par exemple, donc voilà, on a cette ancienne clinique, des milliers de mètres carrés qu'on veut transformer en logement. Donc il y a énormément de sujets qu'on a dû traiter avec l'urbanisme. Alors comme c'est un très gros projet qui lance centre-ville et qu'il est assez structurant pour la mairie, on n'a pas fait le certificat d'urbanisme opérationnel, on est allé directement voir le maire et son service urbanisme pour discuter chaque point et voir ce qui était possible de faire, ce qui était pas possible de faire. Typiquement, si on lisait, le PLU de la commune, on aurait été obligé de construire au moins 42 places de parking et plutôt une cinquantaine en vrai. Sauf que c'est pas possible, en fait, il y a juste pas l'emprise au sol pour le faire. Après, il y a du parking dans l'espace public à proximité, il y a des zones où il y a, déjà des gens qui se garent, mais je dirais, il y a pas de marquage au sol, en fait, c'est pas encore officialisé et cetera. Donc il y a eu toute une discussion avec la mairie qui est très contente d'avoir, une transformation de ce lieu qui est aujourd'hui à l'abandon, dans quelque chose qui a du sens pour eux, par rapport à la population de leur ville et donc on trouve, des solutions pour, parer ce genre de choses. Donc quand vous êtes dans un cas de projet assez simple, faites votre certificat d'urbanisme opérationnel et vous avez donc la réponse derrière sur les conditions. Dans les cas plus gros comme le nôtre, on est carrément allé directement rencontrer le maire et son service urbanisme pour voir qu'est-ce qui était possible de faire au niveau des services techniques de la ville et cetera. Parce que là, il y a des enjeux, d'assainissement par exemple, donc d'égouts, et d'arrivée d'eau, qui sont assez considérables dans un bâtiment comme ça, hein. Voilà, donc on est dans un autre level, on va dire. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait comme ça. Mais faites toujours ce travail-là en amont, parce que ce serait dommage de découvrir une fois que vous avez acheté le bien, que en fait le projet que vous vouliez faire, vous ne pouvez pas le faire. Alors soit parce que vous avez, prévu, de transformer, par exemple un local commercial en logement et qu'en fait la mairie dit: «Non, mais en fait non, nous on n'est pas d'accord». Bah, c'est dommage parce que votre projet du coup il tombe à l'eau et qu'est-ce que vous en faites derrière? Ou alors dans un autre cas de, peut-être un peu plus subtil, sur, des règles, liées à l'architecte des bâtiments de France. Alors, je vais prendre un peu de temps pour expliquer ça. C'est quelque chose qui fait toujours très, très peur et bah, à tort ou à raison, voilà. Il faut en tout cas s'en méfier. S'en méfier, pas parce que c'est négatif, mais parce que, potentiellement c'est structurant pour votre projet et ça a un impact potentiel sur les travaux. Donc déjà, il faut comprendre qu'il y a 3 niveaux par rapport à ça. Il y a le niveau, votre bien n'est pas classé, mais se trouve dans une zone classée. Pourquoi? Parce que dans un rayon de 500 mètres, par exemple, vous avez un monument historique classé. Et donc là, vous avez un certain nombre de règles qui vont s'appliquer, qui sont notamment qu'il ne faudra pas que depuis ce monument classé,
on puisse voir dans votre bâtiment à vous quelque chose qu'on n'a pas envie de voir. Par exemple, des panneaux solaires sur le toit. Donc même si on ne les voit pas de la rue, en fait, l'architecte des bâtiments de France va regarder dans la zone qui est classée s'il y a un endroit où il y a un point haut depuis lequel on voit votre toiture et potentiellement, par exemple, il pourrait vous interdire de poser des panneaux solaires. C'est un exemple d'illustration. Donc si vous aviez prévu de faire toute votre eau chaude sanitaire avec du solaire, ben, c'est un peu mort. Ou alors il va falloir le discuter. Bon, ça c'est le premier point. Donc déjà, est-ce que votre bien non classé est dans une zone classée? Et donc il peut y avoir des règles qui s'appliquent. Généralement, ce sont des règles au niveau de la couleur de la façade, du type de fenêtre. Par exemple, on va vous imposer des fenêtres bois, par exemple, donc avec une armature bois et pas de PVC. Peut vous imposer des couleurs, vous interdire de faire une ouverture dans un mur, par exemple, pour rajouter une fenêtre, ce genre de choses-là, pour pas dénaturer finalement, l'ensemble, ben, urbanistique, de la zone. Alors deuxième cas de figure, ensuite, un petit peu plus, hardcore, j'ai envie de dire, votre bâtiment n'est pas classé complètement, c'est pas un monument historique en tant que tel. Par contre, il y a une partie du bâtiment qui a l'inventaire des monuments historiques. Par exemple, vous avez une façade remarquable, avec des pierreries, des pierres taillées, des choses comme ça, où vous avez des vitraux. Vous pouvez avoir un escalier à l'intérieur du logement qui est vraiment qui a un caractère patrimonial particulier. Vous pouvez avoir des boiseries, des plafonds en caisson, par exemple, ce genre de choses-là. Vous pouvez avoir, une type de toiture, vous pouvez avoir des cheminées, vous pouvez avoir un jardin. Bref, des morceaux de votre bâtiment qui vont être à l'inventaire des monuments historiques. Et là, ça veut dire que si, vous voulez, faire des travaux, et ben, il va falloir respecter, hem, ce qui est en place. Il va falloir demander une autorisation préalable et l'architecte des bâtiments de France ou le conservateur régional des monuments historiques va venir mettre son grain de sel et vous dire: «OK, ça vous avez le droit de faire, ça vous avez pas le droit de faire». Par exemple, il peut vous imposer des matériaux, il peut vous imposer des modalités constructives, il peut vous imposer, des manières de restaurer. Pourquoi? Parce que lui, son objectif, c'est, d'avoir un patrimoine qui se conserve dans la durée. Alors, derrière, l'idée, c'est d'avoir une discussion constructive. Donc, je vous préviens, quand vous allez voir, un architecte des bâtiments de France, lui, son objectif, c'est la conservation du patrimoine. C'est ça son leitmotiv, c'est sa raison d'être et c'est sa mission. Vous, vous avez plutôt des problématiques, d'optimisation de l'espace et de coûts de travaux. Donc parfois, ça se passe pas hyper bien. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de trouver la piste, la plus intelligente pour arriver à, finalement faire correspondre les intérêts des uns et des autres. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ce que je vous conseille, c'est de juste pas acquérir un bâtiment dans lequel il y a des éléments qui sont classés à l'inventaire. En fait, c'est un choix, je pense, à un moment donné. Si vous acquérez, si vous achetez un bâtiment dans lequel il y a des éléments qui sont classés, ou si le bâtiment complet est classé, monument historique, c'est que vous êtes dans une certaine philosophie de conservation du patrimoine. Donc à partir de là, c'est normal que vous acceptiez les demandes de l'architecte du bâtiment de France ou du conservateur régional des monuments historiques. C'est normal, en fait. Par contre, si vous êtes plus dans la logique, dans une autre logique, on va dire, vous n'êtes pas dans une logique de patrimoine exceptionnel, à ce moment-là, bah, essayez de pas acheter des bâtiments comme ça. Parce que sinon vous allez vous battre et moi j'ai eu, l'occasion, sur un bâtiment sur lequel je travaillais, par exemple, que finalement j'ai pas acheté. Donc j'ai eu une discussion au niveau du conservateur régional des monuments historiques. Il y avait certaines parties du bâtiment qui étaient classées. En l'occurrence, il y avait, façade, escalier extérieur, escalier intérieur, donc toutes les façades. Il y avait une double porte en bois, il y avait, un vitrail, il y avait, un sol et il y avait des plafonds, certains plafonds, dans certaines pièces. Bon, à la fin, on n'a pas réussi, moi j'aurais vraiment été intéressé d'un point de vue patrimonial à acheter ce bâtiment, mais en fait c'était beaucoup trop cher. Pour donner ordre d'idée, il y avait une double porte à battant comme ça à l'intérieur. Rien que ça, c'était 40 000 € pour la remettre en état. Parce qu'il fallait faire appel à des, meilleurs ou enfin, comment on appelle ça? Des compagnons du devoir, spécialisés dans ce genre de restauration. C'est extrêmement compliqué, ça existe nulle part, les gens sont pas disponibles avant, 10 ans, c'est très compliqué et donc j'ai fait des devis, c'était délirant, voilà. Donc à la fin, j'ai pas acheté parce que j'étais pas en capacité, de faire convenablement la restauration de ce bien. Donc il faut l'avoir en tête, c'est quelque chose, voilà, qui a un impact, qui peut être, voilà, potentiellement, significatif sur votre projet. Ensuite, hem,
Donc si vous êtes pas à l'aise avec ça, n'y allez pas. Là, pour reprendre l'exemple de notre clinique, par exemple, le bâtiment n'est pas classé en tant que tel, mais la zone est classée. Donc ça veut dire qu'il a fallu négocier. Donc qu'est-ce qu'il a fallu négocier? Par exemple, on souhaitait, comme on est sur un bâtiment des années 60-70, faire tenter l'isolation par l'extérieur. Et ça, typiquement, c'est un changement de façade, donc il a fallu le discuter avec l'architecte des Bâtiments de France. Donc j'y suis allé avec mon dossier, j'avais fait des visuels pour voir à quoi ça pouvait ressembler. J'ai utilisé des intelligences artificielles hein, pour faire ça, hein. Aujourd'hui, ça se fait très bien. On prend l'image de départ, on dit changement la couleur de façade, etc. Et donc du coup, on a pu discuter, sereinement, honnêtement, sur chacun des points. Donc il y avait un sujet sur l'isolation extérieure, donc là, on a réussi à trouver un accord. On voulait rajouter des balcons sur, la partie interne, du bâtiment, on a trouvé un accord sur le type constructif, le genre de couleur et cetera. Donc moi j'ai trouvé que l'ABF était, très constructif. Ensuite, on a discuté des fenêtres parce que bon, sur les 120 ouvrants, il y en a à peu près 80 qui sont de mauvais état, donc qu'est-ce qu'on avait le droit de faire et cetera. Donc il m'a donné les règles et là, c'est plus moi après qui vais voir, mais je ferai une vidéo spécifiquement sur le sujet des fenêtres parce qu'il y a un vrai sujet intéressant là-dessus. Fenêtres et chauffage, vous verrez, c'est une vidéo intéressante. Hem, donc du coup, moi j'avais les informations précises sur qu'est-ce que je pouvais faire et qu'est-ce qui serait pas accepté. Et puis, j'ai et après il y a un sujet, voilà, j'avais proposé des panneaux solaires, il a dit non, bon, bah, OK, c'est pas très grave. Après on a encore un sujet d'échange et de discussion au sujet des volets, bon, voilà, parce que ce qu'il souhaite faire a du sens, mais pour nous, économiquement, c'est un peu compliqué et par rapport à la cible qu'on vise, bah, ça pose un problème technique, en fait, tout simplement. Parce que là, en l'occurrence, il y a des volets il y a quelques-uns, c'est encore des volets bois extrêmement lourds sur des très grandes portées, donc ils sont très compliqués à motoriser. Parce qu'il faut des moteurs extrêmement puissants et puis ils vont casser assez vite et nous on est sur d'un public, qu'on vise, de seniors valides. Donc sur du senior, on va pas leur demander de hisser ces volets roulants qui sont extrêmement lourds et à la main et donc il faudra mettre de l'électrification mais en termes de motorisation, c'est très compliqué et en plus, on a des problèmes d'anthrax et tout. Enfin, il y a des problèmes techniques assez lourds, voilà, donc ça fait partie des discussions, donc ils vont parfois très, très dans le détail, hein, sur vraiment sur des couleurs, sur, des éléments, techniques importants mais globalement, je trouve que ça a été, très constructif comme échange et donc voilà, il y a deux trois points sur lesquels il a dit oui, des points où il a dit non, des points sur lesquels on discute encore. Donc faites ce travail-là, en tout cas, avant d'avoir fini, pareil, avant d'être arrivé à la réitération, à la signature de l'acte authentique, parce que ça a un impact, important potentiellement sur le coût des travaux. Hein, je vous donnais l'exemple de la double porte à 40 000 €. Hein. C'est voilà. Si vous avez, des pierreries, qu'il faut changer, là, dans ce fameux bâtiment, il y avait par exemple le précédent propriétaire, il avait rien respecté et il y avait des plafonds, à caissons, comme dans les châteaux, heu et lui, il les avait recouverts avec du placo et des spots. Bon, c'est interdit et au niveau du conservatoire régional des monuments historiques, ils avaient des archives sur à quoi ça ressemblait avant, donc il me les a montrées. Quand il a vu, mes photos de l'intérieur, il dit: «Ah mais attendez, c'est pas ça à l'intérieur» et donc il dit: «Ah mais là, il y a des plafonds classés», le mec il les a recouverts, il avait pas le droit. Donc ça veut dire que si moi je récupère le bien, il faut que je enlève ces faux plafonds avec les spots et que je restaure ce qu'il y a derrière, en espérant que c'est pas trop dégradé. Vous voyez? Donc c'est des choses, il faut l'anticiper, ces choses-là en termes d'autorisation. Donc je vous disais globalement, il y a des sujets d'urbanisme, on a vu ça en détail, et il y a des sujets de, préservation du patrimoine, voilà. Et donc faites bien ce travail en amont, soit par un certificat d'urbanisme opérationnel, donc dématérialisé, et si vous êtes sur un gros projet, je vous incite à aller rencontrer le service de l'urbanisme, voir directement l'adjoint au maire ou le maire, selon la taille de la commune, qui est en charge de ces questions, pour discuter dès le point de départ. Et à un moment donné, il faudra un écrit quand même, hein, même dans le deuxième cas, hein, pour que quand vous vous engagez, vous soyez sûr de ne pas vous retrouver avec une situation bloquante à la fin et vous avez racheté une clinique et en fait, finalement le sujet des parkings est bloquant et et vous êtes coincé et du coup, vous pouvez jamais mener votre projet à bien et ça, c'est pas une situation, souhaitable, hein. On va pas se mentir. Voilà et donc, vous voyez, je vous ai donné quelques exemples, donc à la fois par cette résidence et puis d'autres projets que j'ai pu faire et c'est complètement transposable à n'importe quel bien immobilier. C'est ce que je souhaite transmettre, hein, je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, mais je souhaite transmettre finalement ma connaissance, mon expérience sur comment il faut procéder, quelles sont les choses auxquelles il faut faire attention, les tips, les astuces, pour chacun des éléments, finalement, quelle que soit la taille de votre projet immobilier. Donc cette vidéo était la troisième de la série. Et la prochaine, va porter, plus sur, l'organisation des plans. C'est-à-dire comment à partir des plans existants, nous on a imaginé 42 logements et comment on a fait, finalement notre découpage.